l'IA, c'est un super copilote, mais pour avoir un très bon copilote, il faut savoir piloter. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'affranchir d'avoir un socle numérique, informatique, algorithmique de développeurs pour arriver à tirer parti pleinement de l'IA. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir, Mathieu. Bonjour Clément. Alors, Mathieu Gianecchini, je l'ai bien prononcé. C'est parfait. Super. Tu es le directeur général adjoint de Simplon. On va revenir sur ce qu'est Simplon pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas cette belle entreprise française. Ça fait 20 ans que tu t'emploies à mettre la technologie au service de la solidarité internationale, au service de l'éducation et de la culture. C'est comme ça que tu te décris, tu veux nous en dire plus. Et tu as une solide expertise dans tout ce qui est pilotage de la data, système d'information, direction de projet, gestion d'équipe. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème dont on parle assez souvent, mais on va rentrer dans un peu plus de détails, l'intelligence artificielle, de la hype avec l'intelligence artificielle, ou au final les fondamentaux et qu'est-ce qu'on en fait de cette intelligence artificielle. On va regarder ce qui est intéressant pour les entreprises et comment accompagner et former sur ce sujet qui est l'intelligence artificielle. Allez, j'ai assez parlé, je te laisse peut-être nous dire un mot sur qui tu es, ton parcours, et puis Simplon pour ceux qui ne connaîtraient pas. Merci Clément. Donc, moi j'ai toujours eu un fil rouge qui est de mettre la tech au service d'autres causes. Donc moi je viens du monde de la tech, j'ai un parcours universitaire dans la tech, je me suis spécialisé dans l'ingénierie, génie mathématique informatique, dans les réseaux informatiques, et après je me suis dit que ça prenait quand même vachement plus de sens de mettre la tech au service effectivement de la solidarité internationale, de technologie au service de la culture, et là de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça qui m'a amené chez Simplon. Donc Simplon, c'est une organisation française, une entreprise française, mais aussi internationale, dont l'axe principal, c'est de former au métier du numérique, le numérique pour tous, et comment on arrive à créer des leviers d'employabilité, des leviers d'impact et d'impact social grâce au numérique. Et donc on fait ça en France depuis 12 ans, et aussi à l'international. On a 2 filiales, une qui est basée en Afrique, sur l'Afrique subsaharienne au Sénégal, et une autre qui couvre le Maghreb et qui est basée au Maroc. Et là, on aura formé 36 000 personnes sur les 12 dernières années. Et on a différents plaidoyers sur nos formations dans le numérique, dont la féminisation. Donc, on essaye d'avoir plus de mixité dans nos parcours. Donc, c'est un cheval de bataille qui nous anime tous les jours. Et aussi de pouvoir ouvrir nos formations à des personnes en situation de handicap, de pouvoir avoir une diversité de profils, mais toujours en visant des métiers tech et voire des métiers très très tech. C'est-à-dire qu'on va couvrir des filières qui vont des fondamentaux du numérique, de techniciens informatiques, jusqu'à des niveaux beaucoup plus avancés dans l'intelligence artificielle. On va s'en reparler, des développeurs en intelligence artificielle, mais aussi des data engineers. Et pour arriver à faire ça, on a développé tout un système de partenariat avec un gros écosystème et des structures comme Microsoft ou avec Apple, avec qui on arrive à déployer ces actions de formation. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Vous allez chercher des contenus, en tout cas des éditeurs qui vont vous permettre de créer ces contenus, et derrière, c'est vous qui êtes à l'ingénierie pédagogique avec ces grandes marques, si on peut les appeler comme ça. Ouais, on a un pôle qui s'appelle le studio pédagogique, qui est vraiment l'organe R&D à la fois tech et pédago, et qui va pouvoir se positionner sur les différents métiers qui sont en tension et comment on les adresse. Et donc, pour ça, on est aussi organisme certificateur. Donc, on crée des diplômes chez France Compétences. Donc, on en a 3. Et aussi des certifications pour se spécialiser, par exemple, sur le DevOps, sur la gestion de projets agiles. Donc, tout ça, ce sont des diplômes et des certifications qui sont reconnus par France Compétences et par l'État. Et après, grâce à nos partenaires, on arrive vraiment à coller aux réalités entreprises. Et donc, c'est vrai que c'est précieux d'avoir des partenaires comme Microsoft dans le domaine de l'IA pour savoir quelle est l'attention du moment sur l'intelligence artificielle et comment on y répond à travers nos parcours de formation. Et vous êtes une équipe de combien de personnes ? Alors, le studio pédagogique, c'est 8 personnes. Simplon, tout confondu, on est 200. Donc, Okay. C'est quand même une grosse équipe. Belle réussite et une belle entreprise française. C'est ça, c'est la start-up de l'ESS qui est devenue la scale-up. Et puis, voilà, on a atteint l'âge de raison maintenant avec nos 12 ans. Et donc, on est sur toujours une croissance, mais un peu plus raisonnée que sur les premières années. Ok, ce que j'allais dire, c'est vous travaillez plutôt avec le monde de l'entreprise corporate ou plutôt avec le monde
B2C, comme on pourrait l'appeler, ou B2B2C? Bah, les deux, en fait, ça va du B2G, donc pour travailler avec les régions, les financements gouvernementaux, avec France Travail évidemment, mais aussi sur, par exemple, au Sénégal, où on a l'ONFP, l'Organisme national de formation professionnelle du Sénégal, qui va créer des diplômes, et ça, on est capable d'y répondre aussi. Ensuite, on a la partie B2C, où là, on forme de manière assez classique sur l'alternance ou pourquoi pas via les comptes privés formation, ce genre de choses. Et après, on a la partie axe B2B, où là, on forme des collaborateurs d'entreprise. Donc, on a formé des postiers qui sont devenus data analystes, des cheminots qui sont devenus développeurs web. Donc, on sait faire ça aussi. Et là, on spécialise aussi des personnes qui sont salariées dans les entreprises, qui sont développeurs au métier de l'IA et au virage de l'IA, qui est un peu le nouveau virage du numérique en 2025. Alors justement, on va y venir, la hype autour de l'IA. La grande question, c'est, je vais te le dire comme je le pense, tout le monde forme à l'IA aujourd'hui. Ouais. C'est quand même le sujet. Et quand tu es un responsable formation, beaucoup de responsables formation nous écoutent, tu sais pas vraiment où donner de la tête. C'est quoi votre différence et c'est quoi ta vision du sujet? C'est quoi former à l'IA aujourd'hui en entreprise et de manière générale? Bah, c'est justement pour ça qu'on essaye de distinguer la hype versus les fondamentaux. Euh, En gros, en résumé, notre posture, c'est de dire c'est l'IA, c'est un super copilote, mais pour avoir un très bon copilote, il faut savoir piloter. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas s'affranchir d'avoir un socle numérique, informatique, algorithmique de développeurs pour arriver à tirer parti pleinement de l'IA. Et là, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que c'est super, hein, les outils d'IA générative pour les développeurs. Là, je parle d'outils professionnels, par exemple, pour un développeur qui aide à générer du code. Ce sont des outils qui vont coder à la manière du développeur. Donc, en fait, un mauvais développeur va faire du code mauvais, mais beaucoup plus vite. Un très bon développeur va faire du bon code beaucoup plus vite. Donc, c'est tout l'enjeu d'arriver à quand même cadrer ces pratiques-là et comment on arrive à outiller de manière un peu éclairée nos apprenants, mais aussi les personnes qui sont déjà développeurs et qui ont besoin de prendre ce virage-là. Ça date d'il y a 2 ans, hein, le début de ChatGPT. Donc, en fait, c'est très récent. Il faut accompagner ces changements-là. Et ça, c'est là où on se positionne avec une pédagogie qui est très marquée sur le apprendre en faisant, donc de pédagogie active. On va les faire manipuler, on va les faire suivre des projets, et ensuite, on va arriver à mesurer finement les montées en compétences associées. Et alors, qu'est-ce que l'IA va remplacer comme job? Parce que le développeur pourrait demain être remplacé. Et pour moi, en tout cas, être peut-être le premier remplacé, même si on ne l'attend pas forcément. Ouais, c'est vrai que c'est un des gros sujets. Est-ce que l'IA va remplacer nos développeurs? Développeur, c'est large. Ça veut dire qu'on couvre vraiment plein de réalités. Oui, dans l'esprit des gens, je te coupe quelques secondes, mais c'est créer un site pour beaucoup, être développeur informatique. Et oui, C'est l'IA, ça. ça le permet, mais c'est plus que ça, être développeur. Exactement. Et donc, en fait, effectivement, pour créer le site web, le développeur qui était un peu monoculture spécialisé sur la création de sites web, il a un petit peu de soucis à se faire en ce moment. Ça fait un moment qu'il y a des outils déjà un peu plus clés en main. Là, effectivement, avec les outils d'IA générative, ça a complètement bousculé les choses. Là, on voit que l'IA n'est pas près d'arriver à remplacer les développeurs. C'est aussi sur tout ce qui va nécessiter une vision analytique. Par exemple, un développeur sur un ERP qui a besoin de comprendre la logique métier d'une entreprise et de configurer ou de faire évoluer une fonctionnalité en fonction d'une logique métier. Là, on va être sur des niveaux beaucoup plus conceptuels où l'IA va avoir beaucoup de mal à remplacer le développeur. Ça va permettre de l'outiller, le développeur, de lui faire gagner en productivité, en rapidité, mais avant de le remplacer, il y a encore du chemin. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye aussi de vraiment rappeler qu'il y a ces fondamentaux. C'est vraiment sous la hype les fondamentaux, de se dire il faut savoir coder pour pouvoir utiliser les agents d'IA générative, parce qu'en fait, au final, le développeur, il doit être maître de son code. C'est lui qui est responsable du code produit, même s'il a utilisé des assistants pour le créer. Et vous formez sur tous les sujets autour de l'IA ou vous êtes vraiment quand même plus spécialisé pour la population de développeurs? Donc nous, on est vraiment sur acculturation à l'IA, donc en disant Très global. très global, l'IA pour tous, comment ça peut être un formidable outil aussi d'inclusion, parce que pour faire ses démarches administratives, pour créer une lettre de motivation efficace, pour avoir le grand frère ou la grande sœur de Mathsup-Maspé à la maison qui peut aider à corriger ou à débloquer des situations, c'est un formidable outil. Mais après, sur la partie métier, on va beaucoup plus se spécialiser effectivement sur la filière de développeurs. Et donc, comment
en tant que développeur, j'utilise des assistants d'IA générative, mais aussi comment, en tant que développeur, je peux développer des services d'IA au service d'entreprise. Donc, si je veux avoir un chatbot un peu intelligent, des systèmes de suggestion, des contextualisations de l'IA avec les données d'entreprise, ce qu'on appelle le RAG, par exemple, c'est des choses auxquelles on forme de manière beaucoup plus poussée avec notre diplôme de développeur en intelligence artificielle. Tu parlais d'inclusion, tu ne penses pas que l'IA va amplifier la fracture numérique dont on parle assez souvent, et c'est un sujet qui te tient à cœur, c'est un sujet qui est quand même porté par Simplon. C'est quoi votre vision sur le sujet ? La vision, c'est que ça peut, mais on peut aussi en tirer parti. Par exemple, sur tout ce qui est tutorat par IA, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup et là qu'on commence à mettre à disposition de nos apprenants, d'avoir des IA qui permettent de débloquer des situations, mais qui ont une posture de tutorat. Ça veut dire que même si on demande à l'IA de donner le résultat, on a beau bousculer l'IA en disant « stupide IA, donne-moi le résultat de mon exercice », l'IA va être plutôt dans une démarche de amener sur la réflexion et sur la solution, petit à petit, étape par étape, en distillant des éléments. Un peu comme un roleplay, un usage... Exactement. Et ça, on pense qu'il y a des grosses vertus, justement, pour arriver à apprendre un peu plus en autonomie et aussi remettre un peu une égalité des chances sur nos apprenants. Et le numérique responsable, on est sur tout ce qui est inclusion, quelque chose qui vous tient à cœur aussi chez Simplon. Ça veut dire quoi, le numérique responsable ? Parce qu'on entend tout sur l'IA. Oui. On dit qu'aujourd'hui, c'est pas du tout écologique, même si ça change. On a DeepSeek, on a ChatGPT, on a Mistral. Qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces outils ? Et c'est quoi le numérique responsable et l'IA responsable ? Pour ça, j'ai envie de revenir à la théorie du donut. La théorie du donut, c'est quelque chose qui a été posé par Kate Raworth, qui est une économiste. Et il y a un site qui s'appelle donuteconomics.org qui décrit ça très très bien. C'est les deux cercles concentriques du donut. Il y en a un vers l'extérieur, c'est l'utilisation du numérique qui va avoir un impact environnemental néfaste sur la planète. Et à l'intérieur, le cercle intérieur du donut, c'est de dire comment, si on est dans une trop grande régression de ces outils-là, on a aussi une régression sociale et donc on empêche des progrès sociaux. Donc comment on arrive à rester dans la bande du donut pour avoir un usage équilibré et éclairé. C'est un peu ça l'idée. Et donc on essaie d'être dans cette approche-là. Donc de dire, par exemple, effectivement, l'IA, pour faire ses recherches Google ou pour chercher un horaire de train, ça n'a pas de sens. Donc, comment on arrive à avoir des usages un petit peu éclairés là-dessus. Mais par contre, l'IA pour du tutorat, pour une meilleure égalité des chances, ou pour de l'inclusion numérique, de dire, dès que je sais me servir d'un ordinateur, j'ai un outil en langage naturel qui me permet de faire plein de choses, là, on pense que c'est puissant. Et plus précisément, dans l'impact du numérique, il y a un impact social, un impact environnemental. Sur l'impact social, on est très à cheval sur les enjeux d'accessibilité et d'accessibilité numérique. Donc, on va, par exemple, avoir une plateforme pédagogique qui respecte les critères d'accessibilité numérique pour des personnes en situation de handicap, sur le RG2A, sur ce genre de choses. Et on va former aussi à ça. Et sur la partie impact environnemental, on introduit des sujets d'éco-conception logicielle dans nos parcours. On travaille sur des certifications France Compétences sur qu'est-ce que c'est que d'éco-concevoir un site. Et on travaille aussi sur les enjeux d'IA frugale. Alors ça, c'est un peu le concept de la mayonnaise light, quoi. C'est comment on peut faire de l'IA frugale. Mais l'idée, c'est de se dire comment on arrive à avoir des usages justement éclairés de l'IA. Là, on en a besoin, avec le modèle dont on a besoin, sans être dans une surutilisation systématique de ces outils. Ça plaît aux apprenants ou c'est parce qu'il faut le faire que vous le faites ? Non, ça plaît aux apprenants. C'est une demande des apprenants, c'est ça la question que je me pose. L'IA frugale, c'est pas une demande des apprenants parce qu'ils y vont tout feu, tout flamme et s'il y a un nouveau jouet, ils foncent. Par contre, c'est une demande des entreprises parce que là où il y a une convergence des luttes qui va apparaître, c'est que l'IA frugale avec un impact environnemental et qu'il faut mieux maîtriser, c'est très bien. C'est aussi un impact économique immédiat. Bon, on l'a vu, avec DeepSeek, ça pouvait avoir un fort impact économique sur le cours des actions Nvidia, par exemple. Mais c'est des outils qui coûtent cher dans l'utilisation. Donc, l'inférence de l'IA, ça a un coût. Si on est sur des environnements cloud, ça a un coût. Donc, en fait, d'arriver à avoir aussi une approche beaucoup plus frugale ou éco-conçue, c'est quelque part retrouver aussi des disciplines un peu comme le FinOps, donc la partie gestion financière dans les opérations, pour être sûr qu'on va maîtriser les coûts des solutions qui sont développées. Vos concurrents font la même chose ou c'est vraiment quelque chose qui est propre à Simplon et qui fait aussi votre différence ?
Alors, sur la partie environnementale et impact du numérique, je pense que là où Simplon a une longueur d'avance, c'est que nous, on fait partie d'un gros consortium qui réfléchit sur comment on professionnalise ces compétences-là. Donc, c'est pas juste le côté greenwashing de OK, on va faire un petit peu de sensibilisation et on s'arrête là. On essaye vraiment d'avoir une reconnaissance professionnelle de ces compétences en tant que développeur et d'aller l'enregistrer auprès de France Compétences. Et donc pour ça, on travaille avec des universités, des chercheurs, et on va nous porter l'angle formation pro sur cet aspect-là. Chez Simplon, tout à l'heure, tu nous parlais de pédagogie, pédagogie active, si j'ai bien retenu. C'est ça. C'est une différence aussi que vous mettez en avant par rapport à d'autres concurrents. C'est quoi la pédagogie active quand tu cites ça? Alors, la pédagogie active, c'est vraiment apprendre en faisant. Donc on va donner des situations qu'on va vouloir les plus concrètes et les plus proches de ce on va rencontrer en entreprise. Donc en fait, c'est de concevoir le dispositif de formation comme un simulateur d'entreprise, comme on aurait un simulateur de vol pour apprendre à piloter. Là, pour apprendre à être data engineer, on va avoir vraiment une simulation des contextes qu'on va rencontrer de data engineer. Donc, c'est vraiment des cas projets, des cas concrets qui sont confiés aux apprenants. Et derrière, on va les mesurer l'acquisition des compétences qui correspondent au référentiel de compétences, au titre professionnel qu'on va pouvoir délivrer derrière, et d'avoir une mesure fine de cette montée en compétences. Donc, c'est vraiment apprendre en faisant. Il y a des temps de rémédiation, des temps de théorie. On commence par plonger dans la piscine, et puis il y a toujours le maître nageur qui est là pour éviter de se noyer. C'est un peu l'approche. Mais c'est ça la démarche, en tout cas, de se mettre en mouvement et de pratiquer. Ce que certains appellent les labs, c'est la même chose? C'est similaire ou c'est encore... C'est encore plus intensif que les labs, D'accord. parce que c'est vraiment une très grosse dominante. On doit être vraiment à 80% de pratique. Et les apports théoriques sont là pour débloquer ces cas concrets à réaliser. Ok. Alors, je me mets à la place d'un responsable formation qui t'écoute, encore une fois. C'est quoi le cas d'usage? Je suis responsable formation d'un groupe de 10 000 personnes. J'ai des populations à former sur l'IA de manière générale, donc à culturer. J'ai des équipes tech à former, comme beaucoup d'entreprises. Et j'ai peut-être des personnes à reskiller, ou en tout cas à faire changer de métier. C'est ça le cas parfait d'usage de Simplon et de pourquoi on fait appel à vous? Ouais, c'est le cas parfait. Et là, on va pouvoir... proposer des modalités qui vont être différentes. Donc, par exemple, le développeur qui a besoin de s'upskiller sur les pratiques professionnelles d'IA générative, on pourra être sur une modalité, par exemple, de d'e-learning tutoré avec des temps en autonomie. La personne qui va faire une reconversion lourde de reskilling, qui va complètement changer de métier au sein de son organisation, là, on va être sur des dispositifs beaucoup plus intensifs, pourquoi pas avec des modalités d'alternance interne à l'entreprise. On va pouvoir avoir des moments de formation et des moments où on rejoint son entité cible pour pratiquer. On va être capable d'adapter ces différentes modalités. Et puis, on pourra avoir aussi la partie sensibilisation, masterclass, où là, on est beaucoup plus massif dans les personnes qu'on peut toucher d'un seul coup. Et tu parlais des métiers en tension. Vous aidez aussi à les former et recruter pour les entreprises? Oui, alors c'est fait partie des demandes qu'on a des entreprises et on fait des promotions dédiées, par exemple, pour des entreprises. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir contextualiser très fortement aux besoins de l'entreprise un parcours métier et donc de coller à leur stack technique sur tel ou tel langage, sur tel ou tel environnement. Et on peut aussi aller rajouter des certifications éditeurs si ça correspond à des choses qui sont manipulées dans l'entreprise. Donc, on peut complètement contextualiser, colorer le parcours de formation à partir du moment où il est dédié pour une entreprise. Et métiers en tension dans le monde de la tech, vous avez des datas sur le sujet? C'est quoi? Ouais, alors il y a France Compétences qui publie chaque année des métiers émergents ou en tension. C'est pas exhaustif. On sait que sur la partie data engineering, il y a beaucoup de demandes. Donc en fait, c'est un peu le deuxième effet qui se coule de l'IA. Il n'y a pas d'IA sans data. Donc les entreprises ont une certaine maturité là, qui s'accélère et qu'on observe sur je peux arriver à valoriser mes cas d'usage d'IA si j'ai des données qui sont bien maîtrisées, bien structurées et bien mises à disposition. Donc ça, on a beaucoup de demandes sur cette partie-là. Et justement, derrière la hype, il y a aussi ces fondamentaux sur la partie réseau, sécurité, cybersécurité, où en fait, des techniciens réseau qui sont sensibilisés sur les enjeux de sécurité informatique, de sécurité réseau, ça, il y en a besoin partout.
Et sur le cloud, vous formez aussi, j'imagine. Et sur le cloud, on forme partout. On forme beaucoup, pardon. Est-ce qu'il y aura un leader français et européen demain? C'est quoi ta conviction sur le sujet? Sur Il y en a, mais des leaders. Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Ouais, après, c'est aussi des outils qu'on va retrouver ou des compétences qu'on va retrouver chez les fournisseurs cloud plus souverains, donc chez un OVH ou un Scaleway. En fait, on forme effectivement des administrateurs cloud là-dessus. Donc, tout ce qui est, par exemple, le déploiement d'une infrastructure dans le cloud, et ça, c'est des choses qui sont automatisées, qui sont scriptées. Finalement, la compétence, elle est la même, que ce soit sur du Azure, sur du AWS ou chez Scaleway. Par contre, il faut être capable de contextualiser cette compétence à la bonne stack technique, mais parfois, c'est le même outil qu'on va pouvoir utiliser pour adresser différents fournisseurs. Donc, c'est là où on essaye, nous, d'avoir cette distinction entre les compétences et le référentiel de compétences qui, lui, est agnostique de technologie. Donc, ça reste transverse, et tant mieux, parce que ça évolue tellement vite que sinon, il y aurait une obsolescence des compétences trop rapide. Bien sûr. Et par contre, pour acquérir cette compétence, on va avoir des cas d'usage qui vont être, eux, contextualisés à un fournisseur ou à une stack technique ou à un langage ou à un outil beaucoup plus précis. Ok. Aujourd'hui, la majorité de votre business est en France. Je parle d'international, donc Afrique, francophone peut-être, France, Europe. C'est quoi les gros pays ou les gros marchés à venir? Alors, en termes de chiffre d'affaires, ça reste la France. En termes d'impact et d'impact social, on commence à avoir plus de bénéficiaires maintenant à l'international qu'en France. Donc, c'est en train d'accélérer très, très fort. On a une grosse accélération sur la partie Afrique subsaharienne. Et en France, on a des ambitions de développement et de diversification aussi de nos activités. Là, on accélère beaucoup sur tout ce qui est formation de collaborateurs et en particulier autour de l'IA. Donc là, on est sur des sujets très tech pour des personnes qui sont en poste ou qui ont besoin de se reconvertir dans les entreprises sur les sujets d'IA. Si j'ai bien lu ou vu récemment, vous travaillez avec Microsoft et France Travail pour un programme large de Microsoft qui est de former 1 million de Français à l'IA, c'est bien ça? C'est ça, ouais. On cherche à sensibiliser aussi très largement sur l'IA, donc pour que cet axe qui date de la création de Simplon, du numérique pour toutes et pour tous, ça puisse être aussi sur l'IA. On veut accompagner le plus grand nombre, donc là, pas que des publics qui sont dans les métiers de la tech, mais au sens beaucoup plus large sur qu'est-ce que l'IA, comment on démystifie, comment on s'en empare et comment on ne passe pas à côté et on ne crée pas justement cette fracture numérique que tu évoquais tout à l'heure. Ok, très clair. On va maintenant passer au Fast and Curious. Fast and Curious, c'est la 3e et dernière partie de cet épisode et de cette émission. Si vous nous écoutez pour la première fois, c'est des questions très directes, des réponses les plus directes possibles et surtout du partage. Tu vas me partager plein de choses qu'on relaiera en descriptif du podcast pour ceux que ça intéresse. La première question pour toi, c'est le futur de la formation, si tu devais le décrire en un mot. Eh bien, intègre. J'ai choisi ce mot intègre qui est assez fort parce que je trouve que la formation, c'est vraiment une question aussi d'individu, de rencontre entre individus et de contrat de confiance. C'est-à-dire que d'où on part, où on veut aller, sur quelle modalité. Et ça manque un peu, parfois, d'intégrité sur des promesses qui pourraient être faites ou non, on ne peut pas former un data engineer en une semaine s'il part de rien. Non, on ne peut pas former un développeur en intelligence artificielle en 3 semaines avec un niveau Bac+5 s'il part de rien. Donc, comment on arrive à être vraiment intègre dans l'explicitation de ce parcours de formation, où ça mène, d'où on part, comment on y va. Et vraiment, cette notion de contrat de confiance qui me semble très importante entre le bénéficiaire et l'organisme qui va avoir cette position de sachant, quelque part, et qui va amener la personne sur cette montée en compétences. Entièrement en phase. Outil de formation que tu souhaites nous recommander aujourd'hui? Ouais, voilà, j'ai triché, je voulais parler de Simple Online, c'est notre plateforme pédagogique justement, qu'on a développé en interne. Donc au départ, c'était un projet d'apprenant, justement sur la pédagogie active. On a trouvé très très peu d'outils. On a vraiment regardé côté éditeur, côté solution open source, d'outils qui permettent de vraiment matérialiser ce cadre pédagogique qu'on cherche de pédagogie active. Donc vraiment de cas projet et après avec une évaluation très très fine de la montée en compétences qui pour nous est vraiment notre instrument de vol sur comment on arrive à suivre et à traquer cette montée en compétences.
Et donc, on a développé Simple Online, maintenant sur des standards beaucoup plus professionnels que le premier proof of concept qu'il y avait eu. Et on l'ouvre aussi à d'autres organismes de formation. Et on cherche un peu à fédérer cette communauté d'organismes de formation qui veulent travailler en pédagogie active et pour pouvoir échanger avec eux là-dessus. Ok, très clair. Un livre ou un podcast que tu souhaites nous partager? Alors en livre, moi j'avais envie de partager les règles du Mikado d'Eri De Luca, parce que je trouve que dans ce bouquin, donc pour tous ceux qui ne l'auront pas lu, je vais pas tout raconter, mais c'est aussi une histoire de rencontre et de cheminement. Et je trouve que ça peut se transposer aussi aux enjeux de formation. Un blog ou un site que tu recommandes? Le Low Tech Lab, pour aller faire un petit tour dans tout ce qui est justement à l'inverse de cette frénésie de l'IA et de la surtechnologie, et de revenir aussi à des approches low-tech. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette partie, le site du Low Tech Lab, c'est qu'il y a une partie très éco-conçue. Et donc, ils ont poussé très, très loin la partie éco-conception du site. Voilà, c'est aussi un exemple de site en éco-conception très poussé. C'est des articles sur le sujet, c'est de l'actu, c'est quoi? Et il y a plein de ressources en fait sur le Low Tech Lab. Ils documentent en open source, en Creative Commons, je crois, ou sur une licence open source en tout cas, des inventions de type low tech. Donc comment avec des moteurs pas à pas d'imprimante, j'arrive à faire un chargeur de téléphone, ou comment avec des bouts de tuyaux en PVC et des moteurs pas à pas, je fais une éolienne. Enfin voilà, il y a plein de documentation comme ça. Et ils ont expérimenté ça un peu aux quatre coins du monde. Ça a fait l'objet aussi d'un reportage sur Arte, je crois. Et ils continuent un peu leur aventure comme ça en documentant en open source. Intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Mathieu? Et ben c'est vraiment l'impact et le sens. Et donc, comment on arrive à mettre ce savoir, ces compétences, la formation, mais aussi la technologie pour un avenir meilleur. Qui est-ce que tu nous recommandes d'inviter dans ce Learning Club pour un prochain épisode? Et ben, j'avais envie de continuer à tirer le fil là, sur la partie numérique responsable. Et donc, je te suggérais, il y a une petite agence qui s'appelle Control-S et une des cofondatrices, c'est Romane Clément. On n'a pas spécialement bossé ensemble, mais je suis pas mal ce qu'ils font et sur tout ce qui est sensibilisation sur le numérique responsable. Et je trouve que ça fait partie justement des acteurs intègres sur le sujet. Alors, le raccourci CTRL-S, c'est quoi déjà sur Windows, tu le sais? C'est pour tout sauvegarder. Ah, ok. Oui, c'est vrai, bien sûr. Sur Mac, c'est pas MS. C'est vrai, c'est ça. Merci d'avoir passé ces 30 minutes avec nous, Mathieu. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Simplon pour cette année 2025 et les années à venir? C'est quoi le Graal, ce vers quoi vous voulez aller dans les prochaines années? Encore plus d'impact social et aussi d'arriver à encore plus féminiser ces filières. On sait que c'est un sujet, la partie féminisation, parce que on a plein de métiers qui sont en pénurie et qu'on n'arrive pas à fournir, et on a encore trop peu de candidates parfois sur certains parcours. C'est particulièrement vrai sur la partie réseau, infrastructure. On sait que là, il y a eu plein d'annonces sur l'IA, il va y avoir plein de data centers qu'il va falloir construire. C'est des métiers qui sont porteurs, en tout cas, là, dans les prochaines années. Et donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à candidater et à féminiser ces filières-là. Et donc, c'est ça que je souhaite à Simplon, encore plus d'impact, encore plus de rayonnement sur ces sujets. Ok, je pose la question à pas mal d'invités, mais si on veut poursuivre les échanges avec toi, rencontrer Simplon, échanger globalement sur vos projets, LinkedIn est le meilleur moyen? Ouais, sans problème, moi je réponds. Et puis sinon, vous pouvez venir nous voir. On a des chouettes locaux qui sont à Montreuil. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser la porte et à venir nous faire un coucou. Présentiel, c'est pas mal aussi. Présentiel, c'est pas mal aussi. Merci Mathieu. Merci à toi. Merci encore à tous de nous avoir écoutés ou regardés pour ce nouvel épisode du Learning Club. À très bientôt. À bientôt.